On fait quand même attention. On remet tout le monde à l'abri et après, voir ce qui s'est passé. Là, on voit tout de suite, voilà. En cause, cette voiture qui a violemment percuté un autre véhicule. Et une fois de plus, les responsables se sont échappés. Et préserver les traces et indices. C'est la première préoccupation de Nabil. Vérifier que les fuyards ne se sont pas cachés dans les talus. Il serait parti par là, il aurait pris la fuite par là, mais donc on est quand que deux, on ne peut pas prendre de risques. Le conducteur s'est enfui parce qu'il est responsable de l'accident. Mais pas seulement. À l'intérieur du véhicule, voilà, on peut voir qu'il y a une bouteille d'alcool. Mélange de coca et d'alcool, c'est une préparation d'une soirée. Des bouteilles qui ne laissent aucun doute. Le chauffard devait être ivre au moment de l'accident. Par miracle, la victime est choquée, mais indemne. Donc le véhicule ne démarre plus ni rien, on peut pas... Là, je pense qu'on a notre véhicule. Me dire les circonstances. Oui. Donc vous circulez sur quelle voie? Vous circulez sur la voie de droite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, l'individu zigzaguait et roulait, oui, très vite. D'accord. Il m'a percuté et... Le choc est venu de votre latérale gauche. De mon côté, voilà, comme si quelqu'un voulait se rabattre sur moi. Donc j'ai été projeté à ce moment-là sur le mur. Et j'ai rebondi, voilà, j'ai rebondi, j'ai percuté l'autre côté. J'ai eu peur, j'ai très peur. À tout hasard, grâce à la plaque d'immatriculation, Nabil convoque le propriétaire. 48 heures se passent et bien sûr, le fuyard ne vient pas. Mais surprise, au bout de 2 jours, un homme se présente au poste de police. C'est le propriétaire de la voiture. Il tente de se disculper. C'est qui conduisait? C'est mon frère. Il est où votre frère? Justement, il est se présenter, il a fui, j'ai ramené son adresse, tout ça, j'ai son numéro. D'accord. Faut-il croire l'individu? Nabil en doute. Il va aller de découverte en découverte. Aucun des deux n'a le permis, la voiture n'est pas assurée, et en plus, les 2 frères avaient consommé de l'alcool. Ouais, mais c'est pas malin déjà d'avoir pris le véhicule, vous savez en sachant que votre frère n'a pas le permis, qu'il a consommé de l'alcool. C'était pas sérieux. C'est prendre des risques inutilement. On peut tuer quelqu'un quand même. Hein. Et en consultant ses archives, Nabil a une dernière surprise. Les 2 frères sont des multirécidivistes. Vous êtes connus chez nous? Ouais. Vous êtes connus pourquoi? Un accident de la route, sans permis, alcoolémie. Ah déjà. En fait, je suis Vous êtes inscrit? Vous êtes sorti quoi? Suite à ça? Non, c'est autre chose encore. Ça aussi, c'est avec un mélange. Ouais. Quant au grand frère, lui aussi, il a un casier judiciaire chargé. Voilà pourquoi il s'est enfui. Mon frère, il a peur de se présenter. Je crois qu'il a des... C'est quoi, c'est beaucoup d'affaires déjà? Je sais pas, il m'avait dit qu'il avait 18 mois à faire. C'est pour ça qu'il ne veut pas se présenter en fait. C'est pour la convocation? À la demande du policier, le jeune homme accepte de contacter son frère. Allô? Allô? Il va falloir que je vous entende. Parce que votre frère, il assume son défaut d'assurance pour son véhicule. Mais vous, au moment des faits, c'était vous le conducteur. Demain soir? Donc à 21h30, on se dit ici? À demain, je vous repasse votre frère. Le lendemain, le frère aîné ne se présentera pas au commissariat. Les policiers de l'autoroute sont toujours à sa recherche. Et vous allez voir qu'une fois arrêtés, certains fuyards tentent de rejeter la responsabilité de leurs actes sur leurs victimes. Au tribunal correctionnel de Saint-Quentin, Betty et Francis ont un fils qui est jugé aujourd'hui pour homicide involontaire et délit de fuite. Il a fauché un cycliste. Tendu, mais à la limite content qu'on arrive au procès. Et je dirais d'avoir la réponse le plus rapidement possible. D'avoir la sentence et de savoir à quoi s'en tenir. Face à eux, Pascal et Anne-Catherine, les parents de la victime. En attendant l'audience, les 2 familles s'évitent. Et chacun espère que la justice lui donnera raison. J'attends qu'il prenne une peine maximale de 10 ans. C'est tout ce que j'espère. Et si c'est moins dans ce cas-là? Si c'est moins, je serai déçu.
Déçu. Très, très, très déçu. Qu'est-ce qui serait catastrophique? Qu'il y ait une très longue peine de prison, qui dépasserait les 2 ans. Ces procès de grands délits routiers sont souvent cruels, car la défense du chauffard, pour atténuer sa responsabilité, n'a pas d'autre moyen que d'aller chercher des torts du côté de la victime. Steven avait 19 ans. Pascal, son beau-père, est encore sous le choc de sa mort. Il nous emmène sur les lieux de l'accident. C'était un jeune sans histoire, hein, très gentil, poli, bien élevé. Hein. On l'a élevé comme il fallait. Il venait juste de trouver un travail en tant qu'intérimaire. C'était son premier vrai travail. Ça lui plaisait. C'est en revenant du travail que Steven s'est fait renverser. Le 22 mars dernier, il fait nuit, quand Steven rentre à vélo chez ses parents. Et juste après le virage, surgit une voiture qui roule à 130 km/h, au lieu des 90 autorisés. Elle percute violemment le cycliste. Le choc est impressionnant. Donc, ce trait-ci, c'est le point d'impact. Et Steven a été retrouvé, vous voyez, ça va être environ 100 mètres plus loin. C'est ici où le vélo a été retrouvé. Et ce n'est pas tout. Le conducteur de la voiture prend la fuite et laisse Steven agoniser sur le bas-côté. Prévenu par une voisine, Pascal arrive immédiatement sur place et voit les pompiers et les gendarmes s'affairer. Quand je suis arrivé sur les lieux, Steven était encore vivant, mais dans un coma profond. Et le médecin m'a dit que c'était très grave, qu'il avait un œdème cérébral. Et vous avez pu le voir? Non. Ils ne m'ont pas laissé voir Steven dans le camion. Steven décède quelques heures plus tard. De son côté, le conducteur élabore un scénario pour échapper aux enquêteurs. Le lendemain, il appelle la gendarmerie et déclare son véhicule volé. Mais rapidement, il craque et se livre aux gendarmes. Pour Pascal et Anne-Catherine, la maman de Steven, ce délit de fuite est aussi criminel que de rouler à 130 km/h de nuit sur une petite route. Pour moi, c'est un lâche. Parce que la première chose qu'on fait quand on fait un accident, automatiquement, on appelle tout de suite les pompiers, on reste à côté. Mais non, elle a préféré partir sans prêter attention à ce qui s'est passé et ni à sauver une vie, quoi. Vous avez de la haine pour cet homme-là? Oui. Si je le vois en face, je vais lui en vouloir beaucoup parce qu'il a fait à mon fils. C'est comme s'il avait pris un pistolet puis qu'il l'avait tué. La vie de ses parents a basculé depuis l'accident. Ils n'ont toujours pas accepté la mort de Steven. Je crois toujours qu'il est là. Je crois toujours qu'il va rentrer. Le matin, je regarde dans le lit. On touche pas le lit. Et ouais, non, on n'y touche pas au lit. Puis la porte, de temps en temps, j'écoute, c'est un peu fou, mais c'est honte. Ou qui tape, maman, je suis là. Mais il sera pas là. Ce matin, Francis, le père du conducteur, se rend à la prison où son fils est incarcéré. Tout est bon pour disculper son enfant. Vous en voulez à votre fils? Non, je peux pas. Vous savez, d'en vouloir, je peux aussi, malheureusement, le cycliste qui est décédé, ce jeune qui ne demandait rien, bon, qui n'a pas non plus les règles de sécurité, qui n'a pas de gilet, qui n'a pas d'éclairage. À l'heure d'aujourd'hui, si Julien est incarcéré, on peut dire qu'il y a aussi une part de responsabilité du cycliste. S'il avait été visible, aujourd'hui, je ne serais pas sur l'autoroute pour aller à la prison pour aller voir mon fils. Ça reste un accident de la route, avec les conséquences qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui.
Bon père de famille sans histoire, Francis n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il irait voir son fils en prison. Francis, vous vous sentez comment là? Pas très bien, mais content d'aller le voir. Je sais pas comment il est, son état de santé. Enfin, j'espère que normalement ça doit bien se passer. Mais si Francis rend visite à son fils à la veille du procès, c'est aussi pour discuter avec lui de sa défense. Leur avocat va insister sur le fait que le gilet réfléchissant est obligatoire la nuit pour les cyclistes. Et Steven n'en portait pas. Alors Ben, ça va, un petit peu dur. Il a vu l'avocat hier matin. Le dossier se prépare bien. Mais bon, par contre, il s'attend de toute façon à avoir une peine de prison ferme. Car leur fils roulait tout de même à 130 km/h. Il risque 7 ans de prison. Et cette perspective terrorise toute la famille. Enfin, son portable, tout ça, c'est consigné. Il peut pas les... Il a hâte que ça arrive tout en freinant un peu des deux pieds, quoi. La peur de la sentence, mais aussi le besoin de savoir. Je pense que ça, c'est... Donc, pris un petit peu entre deux feux, c'est un petit peu comme nous, d'ailleurs. On verra bien demain comment ça va se passer, quoi. on saura exactement où on va. Je pense. Et là, vous avez craqué avec... Oui. Tu demandes demain soir? Oui. Demain, on sera soulagé quelque part. Le jour du procès est enfin arrivé. Au tribunal avant l'audience, mauvaise nouvelle pour Pascal. Son avocate lui fait part de la stratégie de défense du conducteur. Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que le suivant va plaider sûrement ça relaxe. Ça, c'est immonde. Ce qu'il va essayer de démontrer, c'est qu'en réalité, il n'a pas commis de faute, qui est à l'origine de l'accident. Mais par rapport et que c'est parce qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il n'était pas visible, il n'y avait pas le gilet réfléchissant. Je vous prépare un petit peu, parce que c'est vrai que... Oui, parce que je veux l'entendre, hein, je veux savoir ce qu'il en est. Hein. Ce qui est quand même positif dans le dossier, c'est qu'en réalité, il a reconnu qu'il roulait à une vitesse excessive. Il a indiqué qu'il était à 130 sur une route qui est quand même limitée à 90 à l'heure. Donc... À ce moment-là, le conducteur, la tête masquée par sa veste, passe encadré par les gendarmes. C'en est trop pour Pascal, qui voudrait pouvoir le regarder les yeux dans les yeux. Il s'approche alors au plus près du box, mais en vain. Il n'a pas le cran. Moi pas. En ayant de la rancœur, j'ai quand même le cran de le regarder. Mais bon, aussi de la colère. Il y a beaucoup de haine. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Pendant plus de 2 heures, comme prévu, la défense met en avant l'imprudence du cycliste, tout en incitant le conducteur à exprimer ses regrets. Mais Pascal ne veut pas s'en contenter. Quand il a parlé à la barre, on aurait dit qu'il récitait. C'était un truc qu'il avait cogité en prison et qu'il avait dû apprendre par cœur. Parce que c'était du tout appris. C'est un être qui a apparu assez dur quand même. C'est vrai que... Et même de ce qu'il a dit, c'était plutôt... Il n'a pas exprimé de regrets. Il ne se sent pas du tout coupable. En réalité, il ne se sent pas responsable de cet accident. Non, il ne se sent pas responsable. Responsable de cet accident. C'est l'heure du délibéré. Le procureur avait requis 3 ans de prison et la défense la relaxe. Le conducteur est condamné à 2 ans, dont 1 avec sursis. Pascal est sous le choc. Est-ce que vous êtes déçu par le jugement? Le jugement, oui, m'a complètement déçu. Le 2 ans.
d'emprisonnement avec 1 an de sursis, c'est même pas ce que monsieur le procureur avait demandé. J'estime que par rapport, c'est vrai, à ce qui s'est passé, ça me paraît équitable. On est plus soulagé qu'on ne pouvait l'être en arrivant, avant le procès, quoi. Maintenant, ben, comme tu disais, il faut assumer. Et assumer, ça commence par aller demander pardon à Pascal. Je suis le père de... Moi, je voulais vous présenter toutes mes condoléances. Vous savez, on est désolé, on est franchement malheureux. Par contre, votre fils, il n'a pas pris assez. C'est malheureux. Ouais, non, ça se comprend. Parce qu'il a pris que 2 ans. Il y a 1 an avec sursis. C'est pas ce que je réclamais. Parce qu'il faut qu'il comprenne. On en est conscient, vous inquiétez pas. C'est pas... Nous, enfin... Peut-être moins dur que vous, parce que vous avez perdu un enfant. Vous, il reviendra. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Oui, tandis que nous, il ne reviendra jamais. On aura beau faire tout ce qu'on veut, il ne reviendra jamais. Et c'est ça qui va être le plus dur à vivre. Oui. Ben, comptez sur nous si on peut faire quelque chose. Voilà, bon, en tout cas, bon courage. Merci. Dans les tribunaux correctionnels, un dossier sur 2 concerne un délit routier. Près de 300 000 affaires à traiter chaque année.